Mesdames et messieurs, oratrices, orateurs, jurés, participants, simples curieux ou simplement supporters aguerris de vos associations, bonjour et bienvenue à tous sur le live de la tant attendue finale du prix Mirabel 21, le premier concours d'éloquence inter-IEP entièrement dématérialisé, évidemment Covid oblige. Aujourd'hui, c'est donc avec grand plaisir que j'animerai cette finale en compagnie d'Aloé, la coprésidente d'Aix-Loquence. Bonjour Aloé, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc, même si cet après-midi, il n'y a que les voix d'Aix-en-Provence et de Saint-Germain qui vont résonner pour animer cette finale, c'est malgré tout grâce à un travail collaboratif commencé il y a maintenant plusieurs mois avec les associations des 9 des 10 IEP que le prix Mirabel a pu voir le jour. Parce que bien sûr, malgré les confinements successifs, malgré les couvre-feux qui n'arrêtaient pas de s'enchaîner et malgré les derniers coups de massue que sont l'annulation du CRIT, d'Artefact et évidemment du regretté prix Mirabeau, il nous a tous paru aussi évident qu'essentiel de tout mettre en œuvre pour que les voix des sciences pistes des quatre coins de la France puissent résonner, émouvoir, surprendre et surtout maintenir ce lien si crucial entre tous les étudiants de France. On peut d'abord commencer par féliciter les 8 orateurs et oratrices d'Aix-en-Provence, de Grenoble, de Strasbourg et de Saint-Germain qui ont su tirer leur épingle du jeu après des demi-finales d'un très bon niveau, il faut le rappeler, et qui a donc malheureusement vu sonner la fin de l'aventure pour les 5 autres IEP que sont Rennes, Toulouse, Lille, Paris et Bordeaux. Mais si ces 8 champions sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont su se démarquer auprès de notre jury. Et quel jury, hein, parce que, après tout, quelle serait la valeur d'un tel prix si on n'avait pas un jury à la hauteur pour le juger, pour départager les IEP entre eux. Donc, les 9 associations du prix Mirabel sont aujourd'hui fiers d'avoir parmi nous 3 jurés au profil à la fois atypique et prestigieux qui auront la lourde tâche de désigner l'IEP gagnant cette édition, cette toute première édition du prix Mirabel. Aloé, je te laisse présenter nos invités d'honneur. Pardon. Tout d'abord, on va vous présenter donc Madame Laurence Briata, formée au Conservatoire de musique d'art dramatique. Laurence Briata est professeure d'éloquence. Sa maîtrise du rythme et sa connaissance poussée de l'art oratoire lui donnent un œil aiguisé qui a aidé à former de nombreux hommes et femmes politiques et avocats. C'est avec plaisir et admiration que nous vous présentons donc Madame Laurence Briata. Merci, bonjour, je suis honorée en tout cas que vous ayez fait appel à mes soins et je trouve que l'expression, l'art oratoire de manière générale, que ce soit dans la vie ou pour un concours, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, surtout de nos jours avec Internet. Donc je suis très, très impatiente d'entendre les candidats parce que c'est vrai qu'ils ont été très bons, comme le disait votre ami tout à l'heure. C'était compliqué. Donc, pour ceux qui n'ont pas été retenus, je voudrais vraiment dire qu'il y avait du niveau aussi. Donc, voilà, ils étaient tous bons, ils avaient tous quelque chose. Donc, je suis ravie en tout cas d'être avec vous. Merci à vous en tout cas. Nous aussi, on Merci est ravis, beaucoup, merci beaucoup. merci beaucoup, Madame Briata. Et pour ce qui est de notre deuxième juré, elle est présidente d'honneur de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, plusieurs fois également membre du Conseil de l'ordre. Elle est ancienne membre du Conseil national des barreaux. Elle a été élue première femme bâtonnière de l'Ordre des avocats de Bordeaux par ses confrères en 2013. Également, notre juré se bat tous les jours pour l'égalité, pour défendre celles et ceux qui n'avaient pas la force ou l'envie de se défendre. Pour elle, pour notre deuxième juré, être avocat, c'est avant tout être militant. Cette grande avocate militante donc nous fait l'immense privilège et l'honneur de siéger parmi les membres du jury du prix Mirabel 21. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Maître Anne Cadio. Pour finir cette présentation, slameur de talent, il a grandi en Haute-Savoie, il s'est fait connaître à Lyon. Ses performances de beatbox slam font de lui un artiste unique. Il marie la rime, le rythme, brise les murs entre les arts et construit des ponts. Il écrit, il joue, il crée. Il a mis sa plume au service de la danse et de la poésie dans des spectacles, dans des slam sessions. Aujourd'hui, ses talents et sa créativité brilleront en éloquence. Cet artiste exceptionnel, bienveillant et talentueux nous fait l'immense honneur de siéger parmi les membres du jury Mirabel 21. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Fafa Punk. Bonjour à tous et surtout bon courage à tous.
Merci. Donc, c'est sous les yeux de ce jury et surtout sous l'écoute de ces 3 membres du jury qu'il est à présent temps pour nos orateurs de déclamer, de nous faire rêver, de faire valoir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici nos orateurs et leur déclamation éloquente. Le premier orateur que nous accueillons, Émile Laragé, membre de l'équipe strasbourgeoise. Pardon. Voilà, donc sur le premier sujet, les seules vraies réponses sont des questions. Donc une citation du rappeur Nekfeu, on va avoir celui qui est le secrétaire de l'association d'œnologie de son école le matin, qui est apparemment un grand dormeur l'après-midi, mais surtout un fêtard la nuit, mais qui est aussi bon élève aussi à un moment, mais ça, finalement, c'est qu'un petit détail de son profil. Pourtant, s'il y a bien une chose qui occupe Émilien jour et nuit, c'est l'éloquence. Et pour ça, ça donne un mélange aujourd'hui d'un grand orateur qui fait la fierté de sa coach et qui est aujourd'hui le représentant de l'école des jeunes orateurs pour cette finale. En distanciel ou en présentiel, il saura donc vous mettre des paillettes dans les yeux. Alors, pour défendre les couleurs de Sciences Po Strasbourg, Émilien a vite répondu à l'appel et il va tenter de vous convaincre que, à la positive, seules les vraies réponses sont des questions. Émilien, la parole est à toi. Le soleil se lèvera-t-il demain? Voyez toute la puissance de cette question, la puissance évocatrice. Que m'importe que vous me répondiez solennel et sentencieux que oui, le soleil se lèvera demain car, ou bien que non, le soleil ne se lèvera pas parce que. Il nous faut fuir cette rationalité absolue et abjecte. Car si la question a beaucoup plus d'intérêt que la réponse, c'est précisément parce que c'est elle qui recèle toute la tension, toute la vie, tout l'intérêt du dilemme qui nous est proposé. Je rejette les réponses implacables et immédiates de certains rhéteurs simplistes et malveillants. Je me méfierai toujours de ces individus mielleux et patelins qui parviendront forcément à nous convaincre que oui, le soleil se lèvera demain, que oui, la Terre est plate et que oui, nous avons vraiment besoin de ce lave-vaisselle dernière génération qui ressalit lui-même les assiettes avant de les laver en un temps record. Méfions-nous de ces gens-là. Le problème est que souvent, ces personnes ne cherchent pas à trouver une réponse. Ils cherchent à vous donner la réponse. Ils cherchent à vous donner leur réponse. Et c'est bien là que le bas blesse. Ces réponses instantanées et irréfragables ont pour objectif de détruire la réflexion personnelle. Voilà où est le vrai danger. Se précipiter sur une solution. Se précipiter sur une solution, c'est détruire, c'est couper court au raisonnement. Ne cherchez pas à éluder la question. Cherchez à la comprendre. Car justement, la question, c'est ce qui nous est personnel. C'est l'introspection intime qui nous remue profondément. Le soleil se lèvera-t-il demain? L'important dans la question, ce n'est pas l'aboutissement. Ce qui est précieux dans un raisonnement, ce n'est pas la destination à laquelle nous sommes parvenus, c'est le sentier qui nous y a conduits. Que retiendrons-nous de notre existence? Ce n'est en aucun cas la route, ce n'est en aucun cas la destination finale, c'est plus précisément la route que nous avons prise, les épreuves qui nous ont forgées, les relations que nous avons construites. Détachons-nous de ce besoin impérieux de rationalité qui nous pousse à tout vouloir résoudre au plus vite. D'ailleurs, je me permets de faire un petit aparté. Savez-vous pourquoi les sciences sont aussi ennuyeuses? C'est la question à laquelle je suis parvenu après avoir, non sans une certaine fierté, minoré pour la 4e fois consécutive mon contrôle de physique-chimie en classe de terminale. En vérité, je ne suis pas le premier à m'être posé cette question. Le premier, c'était Heidegger. J'imagine que lui aussi devait s'endormir face à des cours palpitants sur les réactions d'oxydoréduction des atomes de carbone. Toujours est-il que, selon lui, les sciences sont aussi ennuyeuses car elles étudient des questions ayant des réponses. Et je suis entièrement d'accord. Il est bien plus beau et bien plus intéressant de se pencher sur des questions n'ayant pas de réponse. Le soleil se lèvera-t-il demain? Comment épouser l'infini avec les mots sales et galvaudés de nos réponses rationnelles? Comment résoudre des dilemmes éternels
avec nos habitudes gauches et nos réflexes malhabiles. La question, c'est saisir l'inconnu. C'est affronter l'incertitude. La question, c'est la quintessence de la vérité poétique. La question, c'est ce qui nous fait éprouver un vertige délicieux face à l'immensité de notre ignorance. Je vous en conjure, ne nous perdons pas dans des réponses verbeuses et vides de sens, car je pense qu'il n'y a rien de plus beau que le silence magique qui suit une réponse redoutable, farouche. Le soleil se lèvera-t-il demain? En vérité, je ne sais pas si le soleil se lèvera demain. Et au fond, je crois que je n'ai pas envie de le savoir. Merci beaucoup, Émilien. On va sans plus tarder accueillir son contradicteur, le premier orateur de l'équipe aixoise, David Gad. Peut-être Aloé va l'introduire d'abord. Donc, il est sur tous les fronts, membre de notre équipe lors du championnat national de débat parlementaire de la Fédération française de débat et d'éloquence. Il a su mettre à l'honneur ses compétences rhétoriques et oratoires pour placer Aix en 8e de finale pour sa première participation au championnat. Gagnant de notre concours aixois quelque chose à dire, il ne s'arrête pas là, car dès demain, il représente Aix au Trophée des orateurs de la FFDE. Rien ne l'arrête. Il aime parler, il aime les mots, il est humble, mais il aime gagner. Mesdames et messieurs, David Gad à la négative, les seules vraies réponses sont des questions. Les seules vraies réponses sont des questions, Necfeu. Voilà donc une affirmation qui, comme chaque affirmation, nie toute alternative et tout possible contraire. Je vais donc d'abord vous montrer comme c'est facile. Facile de défendre une affirmation et de se reposer sur son bon sens, comme c'est facile de prendre un ou deux arguments et d'épater la galerie en vantant orgueilleusement les siens. Je pourrais brosser Strasbourg dans le sens du poil, en parlant de philosophie et en vous expliquant que considérer les questions comme les seules vraies réponses nous place dans un cycle infini du savoir et qu'en rendant synonymes questions et réponses, on a l'assurance magnifique d'une pensée qui évolue, qui se remet en question sans cesse d'une pensée parfaite. Pourtant, je pourrais très bien vous affirmer le contraire, là, tout de suite, et vous dire à l'inverse qu'en science, le savoir est mis en formule, est définitif, complet, qu'il progresse mais ne revient pas, que les réponses sont des réponses, invariables et permanentes, que les questions ne sont que des moyens, que 2 et 2 font 4. Alors, oubliez les points d'interrogation. 2 et 2 font 4, point final. Alors, vous voyez comme c'est facile d'embobiner tout le monde, avec pourtant de discours succincts, mais contradictoires. La vérité, c'est que ce n'est pas ça l'éloquence. C'est au mieux du sophisme, au pire de la bêtise, car c'est n'avoir rien compris au sujet que de s'enfermer dans ce dialogue antithétique de sourds, comme l'a visiblement cherché Strasbourg. Bref, si l'on se pose les mauvaises questions, il ne faut pas s'étonner à être condamné à avoir les mauvaises réponses. Je vous affirme donc, moi, quand Necfeu chante dans Risible Amour, les seules vraies réponses sont des questions, il ne parle pas en absolu, et n'étend pas son raisonnement à toutes les disciplines. Non, il ne pense d'ailleurs ni à la science, ni à la philosophie, mais bien à l'amour, car il s'inspire du recueil éponyme de son idole tchèque, Milan Kundera. Et sans cette contextualisation de la phrase, son étude ne vaut rien. C'est manifestement le chemin qu'a pris mon adversaire. Alors nous, parlons-en de l'amour. L'amour avec un grand A, celui dont parle Necfeu, et voyons si les questions sont vraiment les seules véritables réponses. Imaginez, ou peut-être souvenez-vous malheureusement, être abandonné à vous poser des questions sans jamais avoir aucune réponse de l'être aimé. N'est-ce pas là le plus grand mal en amour? Qu'il n'y ait que questions sans réponse, interrogations, incompréhension, que des nuits blanches à se torturer l'esprit afin de seulement comprendre, pour ne pas faire sonner son arme, que des pourquoi jaillissant entre deux torrents de larmes. Mais où voyez-vous des réponses dans ce comportement? Où voyez-vous des réponses dans ces questions? Necfeu se trompe manifestement. En réalité, affirmer que les seules vraies réponses sont des questions entretient le mal-être des amants, perpétue l'espoir d'un amour réciproque, sincère, d'un amour vrai, mais qui pourtant n'est pas.
Il faut cesser la désillusion, obtenir de vraies réponses. Pourquoi les questions ne peuvent-elles pas être les vraies réponses? Eh bien parce qu'il y a une différence fondamentale que veut faire taire Necfeu entre réponse et question. On se pose des questions car nous n'avons justement pas de réponse. Mais les questions ne sont pas des réponses. En l'occurrence, en amour, questions et réponses ne peuvent pas se confondre puisqu'elles se distinguent. Les questions sont perfides. Elles se subliment en de longues et déchirantes plaintes interrogatives qui maintiennent l'espoir en agonie. Les réponses, quant à elles, sont cette antalgique qui certes vous nuit car le réel frappe, mais elles sont ce qui vous sauve et vous ramène à la vie. Elles vous libèrent de l'emprise de l'amour et vous aident à oublier et à aller de l'avant. Ainsi, les vraies réponses ne sont pas des questions, au contraire, et ne vous y trompez pas. Il vous faudra une réponse à la fin, une définitive, celle qui renvoie au point d'interrogation, un point final. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit je t'aime et je t'aimerai encore, et celle qui dit malheureusement je t'ai aimé mais je ne t'aime plus. Merci beaucoup, David, pour ton discours. On va donc sans plus tarder accueillir Paul-Émile Cornu, qui est donc ton collègue, le second orateur de l'équipe aixoise, sur le sujet « Peut-on gouverner sans dissimuler ?» Aloé, je te laisse le présenter. Dissimuler, ça le connaît. Sous ses airs nonchalants, emplis de sarcasme et d'ironie trompeuse, Paul-Émile sait manier les apparences. Discret, on ne le voit pas souvent, mais ses apparitions éloquentes sont à chaque fois fracassantes. Mais ne nous y trompons pas, Paul-Émile est d'une franchise et d'une honnêteté naturelle qui se ressentent. Également vainqueur de notre concours Quelque chose à dire, son talent est chez lui une qualité qui paraît innée. Il aime les mots, la rime et les manier. Aujourd'hui, il va tenter de vous convaincre à la positive qu'on peut gouverner sans dissimuler. Merci. Spontanément, le grand amateur de Machiavel que je suis s'est trouvé fort dépourvu quand la contrainte d'une réponse positive fut venue. Grand silence, peur de la feuille blanche, il fallait bien trouver quelque chose à dire. Et quelque chose de nouveau, si possible, parce qu'après tout, Machiavel, Hobbes et toute la philosophie politique qui s'ensuit, c'est de l'histoire ancienne. Navré de vous contrarier, cher ami strasbourgeois, mais il faut vivre avec son temps. Tout d'abord, on peut très bien gouverner en assumant pleinement son immoralité. Prenez Kadhafi. Il pourrait donner des leçons d'honnêteté à la plupart de nos députés. Avec lui, pas de langue de bois. En 2008, Muammar le Magnifique fit une demande de démantèlement de la Suisse lorsque son fils était en garde à vue. L'année suivante, à l'ONU, il rebaptisa le Conseil de sécurité en Conseil de la terreur parce que, je cite, « Le terrorisme, ce n'est pas seulement Al-Qaïda ». Bref, un dictateur qui s'assume pleinement, mais un homme responsable de l'emprisonnement, la torture et la mort de milliers de personnes s'en serait bien passé. L'heure est à la transparence. Gouverner en dissimulant ne mène qu'à la violence. Pléthore d'exemples illustrent mon affirmation. S'il ne fallait retenir qu'un échantillon, prenez l'affaire Dreyfus. Dissimuler la vérité a fracturé la société. On frôlait la guerre civile et il a fallu 12 ans pour reconnaître que ce pauvre capitaine était innocent. Paul-Émile Zola vous dit droit dans les yeux « J'accuse votre politique qui, par la dissimulation, nuit au bien commun. Prenez garde, la vérité est en marche. » Entre-temps, il faut reconnaître que nos dirigeants ont progressé malgré eux dans le domaine de la transparence. Aujourd'hui, il est impossible de tout camoufler. En réalité, la scène politique prend parfois des airs de télé-réalité. En témoigne la belle idylle entre François Hollande et Julie Gaillet. On sait. La déclaration de patrimoine de M. Dupond-Moretti. On sait aussi. Le financement de campagne de M. Sarkozy par on sait qui. Et récemment, Pierre-Jean Chalençon qui organise de grands dîners pour nos ministres. Ah, comment ne pas être cynique devant une vérité si sinistre? Mais cela va dans mon sens. Vous voyez comme on connaît la vie des gens qui nous gouvernent. D'autre part, au-delà du désir de plus de transparence, certains citoyens souhaitent passer de plébéiens à patriciens.
Alors, pour défendre la démocratie participative, on fait souvent appel à Rousseau. Malheureusement, Rousseau ne répond pas toujours à l'appel. Selon lui, le peuple ne peut juger avec droiture que des questions d'intérêt général. Or, le pouvoir exécutif traite majoritairement de questions particulières. Dissimuler, c'est cacher la vérité à celui à qui elle est due. C'est tromper. Malheureusement, le peuple n'est ni apte, ni censé participer à l'exercice du pouvoir dans son ensemble. Il n'est donc pas question de dissimuler. Ne pas dire ne signifie pas nécessairement mentir. En plus de cela, la population n'est pas forcément prête à endosser les lourdes responsabilités qu'implique le pouvoir. Face à la vérité, ce dernier use, il traumatise. On a eu raison de censurer les lettres des poilus pendant la Grande Guerre. Et Sioran, dans Écartèlement, nous dit cette phrase magnifique: « Nous n'avons le choix qu'entre des vérités irrespirables et des supercheries salutaires. Les vérités qui ne permettent pas de vivre ne méritent seules le nom de vérité. Supérieures aux exigences du vivant, elles ne condescendent pas à devenir nos complices. Ce sont des vérités inhumaines, des vérités de vertige. » On ne cache pas des choses au peuple par simple plaisir. C'est juste que parfois, ce dernier n'est tout simplement pas capable. Il lui serait insupportable de tout ouïr. Omission rime, certes, mais n'est pas synonyme de dissimulation. Gouverner sans dissimuler est en démocratie vitale, mais gouverner en toute transparence reste un idéal. Merci. Merci Paul-Émile. À présent, nous accueillons sa contradictrice, donc Sarah Thirier, seconde oratrice de l'équipe strasbourgeoise. Même si elle peut se prendre à citer de fameuses œuvres de l'Antiquité grecque ou des joyaux de la littérature française, la vérité, c'est que Sarah préfère l'attaque des Titans à l'Iliade et Naruto au Père Goriot, d'après des sources sûres. De la même façon, si elle doit regarder des tutos sur YouTube, ils porteront plus souvent sur la gestion de lane dans League of Legends que sur l'art oratoire. Elle s'appelle Sarah, elle a 21 ans, elle est en 4e année à Sciences Po Strasbourg. Dans le futur, elle espère pouvoir gagner ses procès en tant qu'avocate en faisant un peu d'argent de poche sur Twitch. Mesdames et messieurs, à la négative sur le sujet « Peut-on gouverner sans dissimuler ?» Sarah Thirier, tu as la parole. Louis le XI, sur son lit de mort, n'a jamais demandé à son fils si l'on pouvait gouverner sans dissimuler. Il a affirmé à son fils que l'on ne pouvait gouverner sans dissimuler. À vrai dire, il l'a affirmé en latin. Moi, je n'ai pas fait de latin, je ne saurais pas lire cette phrase et surtout pas la prononcer. Donc, je me contenterai de cette traduction. Celui qui ne peut dissimuler ne peut gouverner. Et objectivement, on peut admettre que Louis XI avait certainement raison. Déjà, la première preuve, c'est son propre règne. Lorsqu'il arrive sur le trône de France, le pays est en feu et en sang. Les nobles se querellent. Le duché de Bourgogne a pris la plupart des territoires qui appartenaient à la couronne et le s'est totalement effondré. Seulement à la fin du règne de Louis XI, lorsqu'il murmure ces mots à son fils, le pays est quasiment entièrement unifié, le duché de Bourgogne a disparu et les Anglais sont cantonnés à Calais. La paix sociale est achevée et l'économie rétablie. Pour obtenir ces résultats, Louis XI n'a pas tant fait appel à la violence, mais plutôt à la diplomatie démoniaque selon ses pairs. C'était en effet un maître dans l'art de la tromperie, de la fourberie, de la manipulation et de la dissimulation. Quand il a des millions de vies entre les mains, pour Louis XI, la fin justifie les moyens. Alors, comme le disait mon compère, il ne s'agit pas de rester dans le passé. Évoquons plutôt notre présent. C'est encore une question d'actualité. La fin justifie-t-elle les moyens? Peut-on cacher la vérité dans le but d'obtenir une fin qui est profitable au plus grand nombre? Dans une société démocratique, est-il acceptable que les élus représentant le peuple puissent cacher une vérité à ce dernier? Citons donc les œuvres qui ont été mentionnées précédemment. Comme c'est une question qui est largement abordée, on peut la retrouver dans nombre d'œuvres de la sous-culture, telles que le manga d'Isayama, l'attaque des titans. Dans ce manga-là, la quête de la vérité est tout à fait centrale, une vérité que seul le gouvernement détient.
Le protagoniste finit par l'obtenir. Il décide de ne plus la cacher, de ne plus la dissimuler et il la fait éclater. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, bouchez-vous les oreilles. Résultat, 80% de l'humanité a été décimée. Comme l'a dit l'un des autres protagonistes, pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier autre chose d'une valeur équivalente. Pour obtenir la paix, il faut parfois sacrifier la vérité. C'est le choix qu'ont fait les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais, confrontés à la machine de codage allemande, et Enigma était totalement désemparé. Avec ses milliards de possibilités qui changeaient tous les jours, il semblait même vain de tenter de la décrypter. C'était sans compter l'invention d'Alan Turing qui a créé une machine, une espèce de calculatrice géante capable de prendre en compte toutes les possibilités d'Enigma et de trouver le paramétrage du jour grâce à un code exemple. C'était la première version de l'ordinateur. Cette machine aussi, bien qu'elle ait eu un grand succès, cette machine est restée un secret dans le plus profond du gouvernement. Elle a été dissimulée pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que bien qu'ils aient pu décoder les codes allemands, les Anglais ont dû sacrifier des millions de soldats, comme s'ils ignoraient tout ce que les Allemands prévoyaient. Tout cela pour ne pas leur mettre la puce à l'oreille. Par contre, en échange de cela, ils ont gagné la guerre. Ils ont sauvé des centaines de millions d'autres. Vous me direz, c'est certes un exemple probant. Et comme l'a déjà démontré mon contradicteur, il existe d'autres exemples qui puissent me contredire. Seulement, le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou non, de trouver les bons exemples et les mauvais exemples. Il s'agit déjà de savoir si le débat est pertinent. En fait, il est futile, il n'a aucun sens. Si on débat sur un sujet de société, mais que le fruit de ce débat n'est pas applicable à la réalité, à quoi sert-il ? Avant de se demander si on doit gouverner sans dissimuler, déjà demandons-nous si nous pouvons gouverner sans dissimuler. Et la réponse, mesdames et messieurs, c'est que nous ne le pouvons pas. Tout simplement parce que les êtres humains sont des êtres menteurs. Nous avons tous, vous et moi, des secrets que nous ne pouvons révéler. En plus de cela, nous avons recours aux mensonges, consciemment ou non, quotidiennement. Nombre d'études ont été faites sur le sujet. Un universitaire de Vancouver affirme que les êtres humains mentent au minimum 2 fois par jour. Pourquoi se demander si l'on peut gouverner sans dissimuler, alors qu'on ne peut pas vivre sans mentir ? Merci beaucoup pour ton discours. Il est maintenant temps de passer à la seconde confrontation de cette finale, celle opposant Grenoble à Saint-Germain-en-Laye. Nous commencerons donc cette deuxième confrontation avec le sujet « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », une citation de Victor Hugo, avec à la positive Romain Ziri. Voilà, donc c'est l'homme du pôle formation pour les tribuns, mais pour le reste du monde, c'est l'homme aux 20 cm depuis son discours de la demi-finale. Romain Ziri, c'est ce lutteur, cet orateur naturellement doué dans tous les registres de l'éloquence. Il est à la fois drôle pour le prix Mirabel, il est sérieux et incarné pour le championnat de débat parlementaire, et il est surprenant quand il réussit à nous émouvoir avec des discours écrits la veille. Oui, je le connais très bien. Romain, c'est le science-piste saint-germanois entre tous les autres de son IEP. Aujourd'hui, pour vous, il sera vert comme Saint-Ger et bien prêt à vous convaincre sur le sujet « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » à la positive, une citation, on le rappelle, de Victor Hugo. Mesdames et messieurs, Romain Ziri. Ok, on va dire qu'on m'entend bien. Tic, tac. Une dernière minute de silence. Il est 6h59 et tic, tac. Plus qu'une minute. Tic, tac. 1 minute avant de replonger dans la contrainte et continuer à suivre. Ah, tic, tac. Il est déjà 7 heures. Charlie se réveille, ou plutôt Charlie se fait réveiller. Sa journée l'attend. Doucement, tout reprend. La machine se met en route. Comme chaque matin, tic, tac. Il est 7h10. Se laver, se changer, manger, se cogner l'orteil contre la table. Aïe, souffrir? Non, pas le temps. Il est déjà 7h40. Tic, tac. Il faut partir. 8h02. Et merde, déjà en retard. À présent, la machine fonctionne à plein régime. Tic, tac. 10h. Visser, visser, dévisser, revisser, encore visser. Oh, je ne sais même plus. Bref, continuez. Tic, tac. Une pause? Oh non, je suis déjà arrivé en retard. Bon, juste 2 minutes. Visser, visser, visser. Fin de journée. La société l'a enrôlé. Charlie n'est plus lui-même prêt à se fustiger car il s'est blessé et qu'il sera en retard. Et ça, la société ne l'accepte pas, donc lui ne l'accepte pas non plus. On l'a plié,
Charlie a été battu, happé par la machine qui l'a conformé à un unique rôle qu'il n'a jamais cherché à contester. Charlie n'a plus que l'allure d'un robot des temps modernes, programmé pour obéir, normalisé pour ne plus lutter et standardisé pour ne plus vivre. Ainsi, pour Victor Hugo, la ligne de pensée est simple. L'acceptation, c'est la mort de l'homme. Il faut lutter toujours, ne pas se laisser abattre, changer, s'approprier, innover, réinventer la vie à chaque instant pour que notre propre vie soit, elle, réellement vécue. Rien que ça. Moi, Victor, je te le dis, et bien sûr avec le plus profond des respects, car je suis un grand fan, j'ai une théorie bien plus simple, qui t'aurait évité d'ailleurs d'écrire ce poème. Parce que forcément, hiérarchiser des vies et des luttes, ça ne se fait pas. Sur quels critères universels pourrait-on dire que, par exemple, Alex lutte, tandis que Michel, 54 ans, habitant à Jouy-en-Zaujas, chausson du 42, lui, ne lutte pas et donc ne vit pas? Aucun. Notre vie est une somme perpétuelle de luttes inconscientes que nous menons chaque seconde de notre existence, que nous le souhaitons ou non. Notre présence sur Terre, notre respiration, notre avenir nous impose de lutter pour ou contre différentes causes qui nous portent et nous font donc vivre. Que ce soit pour écouter Macron nous dire que l'on voit, je vous assure, la lumière au bout du tunnel, vous lutterez. Que ce soit pour écouter mon discours, vous lutterez. Ou que ce soit pour faire semblant d'écouter celui de ma contradictrice, vous lutterez, je vous l'assure. Toutes ces luttes que vous menez intentionnellement ou non sont diverses, elles sont variées, elles concernent tout et rien, sont mouvantes, elles restent inchangées, elles concernent la plus simple des banalités à la plus existentielle des questions de notre humanité. Nous tous, ici, luttons pour retrouver notre vie en présentiel d'antan, mais en même temps, nous luttons contre l'envie de retourner dans les restaurants et dans les bars, tandis que d'autres se battent pour leur liberté de manger du caviar en paix avec ses amis, parce que, c'est bon, quoi, on a le droit de vivre quand même. Et puis de l'autre côté, il y a certaines luttes que nous partageons tous, ou du moins celles que nous sommes contraints de partager, des luttes universelles que nous pensons maîtriser en organisant ou en planifiant, mais qui en réalité nous filent entre les doigts. Le temps. Dans cette course, quelque chose échappe, et ce qui est perdu ne revient jamais. La lutte ne s'arrête jamais, il suffit de se regarder dans un miroir ou simplement à travers une simple fenêtre Zoom pour se voir vieillir, pour voir ses enfants grandir et le monde changer. La lutte contre le temps, c'est celle que nous perdrons tous, mais qui pourtant nous fait vivre. Vivre pour mourir. Quelle injustice! La voilà la lutte finale, celle face à laquelle tout le monde mènera son ultime combat pour quitter définitivement le ring, ranger les gants, ne plus jamais lutter. C'est la fin qui approche, le contraire de la vie. Car la vie, c'est tout donner. Toujours lutter, parfois se sacrifier sans possibilité de retour, mais avec l'espoir. Et peut-être même la conviction d'avoir vécu pleinement et avec passion. Merci beaucoup, Romain. Il est maintenant temps d'écouter ta contradictrice grenobloise. Aloé, je te laisse la présenter. Marie-Sara Messier est issue de l'agriculture biologique. Elle a été élevée en plein air, dans les plaines à côté de Grenoble, et a poussé au milieu d'un potager. Tombée très tôt dans les mots comme Obélix dans la soupe, aujourd'hui, elle fait de l'éloquence dans l'association ELP, dans divers concours et à tous les dîners de famille. Surtout, aujourd'hui, à 20 ans, elle se sent suffisamment mûre pour devenir une Mirabelle de qualité à son tour. Il était une fois Dieu. Un jour, alors que Dieu faisait des paris à propos d'un 3e ou 4e reconfinement, un homme ô combien vénéré, ô combien aimé, ô combien respecté, j'ai nommé Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau, Mirabelle pour les intimes, va voir Dieu pour lui demander « Est-ce que ceux qui vivent sont ceux qui luttent ?» Dieu sèche. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui pose cette question, alors que lui, il a fait quelque chose de simple. Des hommes qui vivent pour lutter et d'autres qui ne vivent pas pour lutter.
Mais pour répondre à la question de ce cher Mirabel, et ainsi conserver l'illusion selon laquelle il est omniscient et regarde les hommes, alors qu'en vrai, il a créé la Terre en 7 jours et depuis il joue à Mario Kart, Dieu descend sur Terre pour voir pourquoi est-ce qu'on lui demande si ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Dieu, en descendant sur Terre, il croise d'abord Greta Thunberg à une manifestation qui lutte pour le climat. Puis Simone de Beauvoir au tribunal qui plaide pour le droit des femmes. Puis André the Giant qui lutte sur le ring pour ramener la coupe à la maison. Oui, il croise plein d'hommes et de femmes qui vivent pour lutter. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, Dieu continue. Il arrive dans un grand parc, un très beau parc. Oh, il y a des arbres partout, des saule-pleureurs, des acacias. Et là, un petit géranium. Et il y a des pierres. Beaucoup de pierres. Des pierres tombales. Sur la première, il lit Olympe de Gouges. Sur la deuxième, Jean Moulin. Sur celle d'après, Zézico. Un Brésilien assassiné alors qu'il luttait pour la forêt amazonienne. Dieu voit devant lui des centaines de pierres tombales avec écrit le nom de ceux qui sont morts en luttant. Alors Dieu se rappelle que ceux qui luttent ne sont pas forcément ceux qui vivent. Et il poursuit son chemin. Il tombe alors sur une sorte de sable mouvant. Et dedans, il y a plein de gens qui luttent, alors que ça se voit qu'ils vivraient beaucoup mieux si jamais ils luttaient pas. Contre quoi ils luttent? Contre leurs émotions. Leurs colères les plus noires, leurs flammes les plus rouges, leurs peurs les plus bleues. Tous ces gens-là, plus ils luttent contre leurs émotions et plus ils s'enfoncent dans les sables mouvants. Tous ces gens-là, plus ils luttent, plus ils s'enfoncent et moins ils vivent. Tous ces gens-là, ils vivraient beaucoup mieux si jamais ils arrêtaient de lutter contre ce qu'ils ressentaient. Et c'est là que Dieu comprend. Dieu comprend que lui, il a créé des hommes qui vivent pour lutter et d'autres qui feraient mieux d'arrêter de lutter pour vivre. Mais Dieu, faut qu'il prévienne les hommes. Alors il court parce qu'il faut qu'il remonte au ciel. Alors il court, il vole, il prend la Ferrari que Schumacher a laissée. Il prend le traîneau du Père Noël tout cabossé. Il court, il prend le train. Ah non, le train est annulé. Il prend l'avion, la fusée, tout. Et quand il arrive au 7e ciel, le sien, il s'assoit sur son trône et ajoute un 11e commandement. Si le sens de ta vie, tu le trouves en buvant tous les dimanches une petite binouse au soleil avec tes amis, eh bien tu as le droit. Si le sens de ta vie, tu le trouves en luttant contre toutes les injustices de la société, eh bien tu as le droit. Si dans la vie, comme tous les êtres humains, tu ressens des émotions, arrête de lutter. Si dans la vie, la seule bataille que tu peux mener, c'est celle des oreillers, eh bien tu as le droit. Pour que tout le monde le voie, il le poste sur Facebook. Mirabel, lui, choqué mais pas déçu de voir que les hommes ne vivaient pas forcément pour lutter, s'en alla satisfait. Et les hommes, eux, soulagés de ne pas être obligés de lutter, vécurent heureux et firent beaucoup de batailles d'oreillers. Merci beaucoup, Marie-Sara, pour ton beau discours et aussi pour celui de Romain juste avant. Sans plus tarder, on va passer à ta collègue, la seconde oratrice grenobloise, sur le dernier sujet de cette finale. Plus on connaît, plus on aime. Aloé, je te laisse la présenter. Oui. Alors, Laure Crétinon, l'éloquence et l'orette, c'est comme Savoie et tartiflette. L'un sans l'autre, c'est moins chouette. On va donc écouter Laure Crétinon, plus on connaît, plus on aime, à la positive. Un jour, une camarade de classe s'est exclamée : « Laure
et sous-cotée. Alors non, elle ne parlait pas du métal précieux qui subirait une grave crise inflationniste, mais bien de moi, l'or, qui n'avait rien demandé et qui n'était apparemment pas reconnu à ma juste valeur. Sous-cotée. Est-ce que cela veut dire que, comme la pizza margarita ou le taboulé, ma cote de popularité dans ma classe de terminale n'était pas à son apogée? Non. Cela veut surtout dire qu'il faut me connaître pour m'aimer. Et je ne suis pas une exception. Plus on connaît, plus on aime. Plusieurs amis m'ont avoué que je leur avais donné une impression de banalité la première fois qu'ils m'avaient rencontrée. Que j'avais l'air d'une fille normale, pas très intéressante, un peu barbante. Après quoi, ils s'exclament « Mais maintenant, je sais à quel point tu es géniale, drôle, belle, intelligente, rayonnante, splendide, charismatique, magnifique !» Oui, c'est ce qu'ils disent. Plus on connaît, plus on aime. Car c'est quand on connaît qu'on aime pour de vrai. Imaginez un thermomètre de l'amour. À 0 degré, vous n'éprouvez rien. Vous n'aimez pas la personne et vous ne la connaissez pas. C'est le stade de l'indifférence. C'est le stade où il ne fait pas assez froid pour aller skier et pas assez chaud pour aller à la plage. Et puis un jour, ça y est, vous avez une conversation, un délire, même une dispute, peu importe, un lien se crée. Dans le thermomètre de l'amour, la température va augmenter ou baisser. Dans les deux cas, vous allez éprouver des sentiments envers cette personne. Sur le thermomètre de l'amour, on ne part pas forcément de 0. Je ne le connais pas personnellement, mais je peux vous assurer que je ne suis pas au stade de l'indifférence avec Ryan Gosling. Mais en apprenant à le connaître, même si je suis déçue, je ressentirai enfin quelque chose de véritable vis-à-vis de Ryan. Apprendre à connaître une personne, c'est aller au-delà de sa banalité. C'est comprendre ce qu'elle a d'extraordinaire en elle. C'est dépasser le stade de l'indifférence. C'est l'aimer. Plus on connaît, plus on aime. Et cela ne concerne pas seulement les relations. Il y a bien des activités que pour véritablement aimer, il faut connaître, et que pour véritablement connaître, il faut pratiquer. Au début, j'en ai entendu parler. Ensuite, je suis allée voir des vidéos. Ça m'a paru assez complexe. J'avais l'impression que j'aimerais ça, mais que j'étais incapable de le faire. Et puis un jour, j'ai essayé, toute seule, dans ma chambre. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je me suis dit que je ne les connaissais pas vraiment, parce que pour plus de plaisir, il faut être à plusieurs, au moins à 2. Alors, j'ai décidé de faire monter le mercure. Je me suis lancée. J'ai parlé devant un public. J'ai fait mon premier discours. Avant de connaître l'art de la parole, j'avais l'impression d'aimer ça. Parce que j'étais fascinée par ces orateurs si à l'aise et si intelligents. Ils parlaient en alexandrin et citaient du Spinoza. Parfois, je ne les comprenais même pas. Mais je les admirais parce que, quand même, ils avaient l'air si confiants. Tout cela, bien sûr, était une fausse idée de l'éloquence. Mais petit à petit, plus j'apprends à connaître ses secrets, plus je tombe amoureuse de ses bienfaits. Parce que pour moi, parler, c'est me livrer. Parler, c'est rencontrer des personnes de qualité. Parler, c'est éloigner mes restes de timidité. Parler, c'est pouvoir enfin m'exprimer. Parler, c'est briser ce silence qui m'est imposé, c'est me libérer. Parler, c'est vous donner l'occasion à vous, le jury, de m'écouter et de m'apprécier. Mais surtout, parler, c'est apprendre à me connaître, moi-même, à m'aimer et gagner quelques degrés. Merci beaucoup, Laure, pour ton discours. On va à présent écouter ta contradictrice, Juliette Fay de Saint-Ger.
Oui, parce que pour défendre ce sujet à la négative, plus on connaît, plus on aime, qui de mieux que Juliette, notre oratrice de Saint-Ger? Eh ben moi, je vais vous le dire au nom du bureau des tribuns, notre bureau aurait très bien pu défendre ce sujet parce que oui, maintenant, Juliette, on la connaît bien et on la déteste de plus en plus. On déteste son talent d'abord, qui nous empêche de nous qualifier pour le prix Mirabel. On déteste son humour et sa plume, qui ont convaincu les autres IEP mieux qu'aucun autre Saint-Germanois. Et accessoirement, on la déteste parce qu'elle veut prendre la place du bureau l'année prochaine. Mais plus sérieusement, Juliette est une théâtreuse désormais oratrice, dont la plume est capable de faire rire comme d'émouvoir. Alors, trêve d'hyperbole sur le sujet, plus on connaît, plus on aime à la négative. Juliette, tu as la parole. Il y a 2 mois de cela, j'ai rencontré cet homme. Il suffit parfois d'un regard pour être chamboulé. Je l'ai vu marcher libre, léger. Je l'ai vu délicat et fort. J'étais secouée jusqu'au plus profond de mon être. Je l'ai aimé brutalement, terriblement, aveuglément. Nous avons échangé quelques banalités, j'ai perdu pied, j'étais suspendue à ses lèvres. Puis il m'a dit nonchalamment, alors que je parlais de mes études, « Oh, tu sais, moi, je suis apolitique, je m'en fous de la vie publique. » La discussion, dès cet instant, alla de mal en pis. Tout était un complot, les reptiliens nous contrôlaient et la reine d'Angleterre était un cyborg maléfique. Un seul être vous parle et tout est ravagé. Combien d'individus m'ont ainsi paru merveilleux avant d'ouvrir la bouche. Parfois, il vaut mieux s'en tenir à ce que l'on perçoit dès le premier abord et se garder d'aller plus loin. Plus on connaît, plus on aime. Comment un génie aussi grand que De Vinci l'était a pu prononcer une phrase aussi catégorique et fausse? Je peux lui accorder ceci. Quand on étudie un sujet, plus on en sait, plus on veut en savoir, plus l'on peut en savoir. Quand quelque chose nous est totalement étranger, on ne s'identifie pas, on demeure hermétique. C'est aussi ce qui fait que mon lapin de compagnie ne finira pas dans mon estomac. J'ai pris le temps de le connaître, je l'aime. Quand j'ai une idée vague d'un sujet, d'une langue, je m'arrête à des préjugés qui rendent l'affection difficile. Quand j'entends Schmetterling, je ne suis pas charmée. Mais on peut se laisser séduire lorsqu'on apprend à connaître l'allemand au-delà de Kartoffelsalat ou des chants de la Wehrmacht. Certes, l'articulation d'une multitude de connaissances est parfois plus plaisante que des touches parcellaires, ça et là, mais connaître ne suffit pas. S'il faut connaître pour véritablement aimer, ces notions ne sont pas proportionnelles et leur rapport n'est pas systématique, voire peut s'inverser. Qui nous est mieux connu que nos propres parents? Tout l'amour qu'on leur porte depuis la naissance ne réside pas dans la connaissance. Certains subissent l'enfer pendant des jours durant jusqu'à pouvoir partir. Et pourtant, on connaît par cœur ces soudaines colères, ces insupportables chantages ou des horreurs bien pires dont je tairai le nom. Parfois, plus on connaît papa dans la proximité, dans les moindres détails que l'on ne devrait pas voir, plus on en a horreur. Et pour ceux d'entre nous qui ont une famille aimante, force est de constater que l'oiseau quitte tout de même le nid. Quoi de plus haïssable que la stagnation? On n'apprend rien, on tourne en boucle, on entend sans cesse les mêmes phrases, on sait ce qui va se passer, on se réduit à ce que l'on était et pas à ce que l'on voudrait devenir. Le familier doit laisser place à quelque chose de plus désirable, la découverte. On peut dire la même chose encore en ce qui concerne l'amour, le pur, le vrai. Les yeux embrumés d'émotion, on ne voit que la silhouette de l'être que l'on admire. L'enthousiasme et l'excitation nous alimentent le cœur, mais toute passion dévorante peut devenir un pur ennui. Les mimiques, les attitudes, au lieu d'irriguer notre amour, deviennent irritantes. On connaît trop, on voudrait oublier et revenir en arrière au temps de la rencontre et de la fraîcheur du début quand on ne connaissait pas. Quand on aime vraiment, on peut dépasser tout cela. Mais à cette familiarité, cette stabilité, on ajoute surtout le sentiment d'une éternelle découverte qui donne du sens à l'amour. Chaque parcelle de l'être aimé recèle de trésors complexes, dissimulés. Ce n'est pas la connaissance qui nous fait aimer, c'est le renouveau. Plus on connaît, plus il reste à connaître. C'est parce que les deux changent, coulent, fluctuent. C'est parce que le changement apporte l'inconnu que l'on aime davantage, sans jamais avoir fait le tour de la personne qui nous est chère. Alors non, j'ai beau m'informer chaque jour davantage sur l'histoire du colonialisme ou les horreurs perpétrées par la Chine, je ne les aime pas pour autant. J'ai beau l'avoir tenté, sauter, rissoler, gratiner, étouffer ou poêler, non, je n'aime toujours pas le céleri. J'ai beau l'avoir tenté, sauter, rissoler, gratiner, étouffer ou poilu, non, je n'aime toujours pas la sodomie. Parfois, plus on connaît et moins l'on aime. D'ailleurs, quelle tâche plus dure que de s'aimer soi-même. Difficile d'aimer l'étranger, mais connaître n'arrange rien.
Comme disait un grand homme, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Ce n'est donc pas la connaissance qui fait désirer. Elle donne au mieux l'identification ou l'empathie, mais il reste tellement à faire. Dans un monde si vaste, où tout ne peut être compris, il vaut mieux que notre capacité à aimer puisse se porter vers ce que l'on n'a pas encore découvert. Ne soyons pas rabougris et fermés. Commençons par aimer tout ce que l'on connaît, mais par pitié, dépassons cette barrière. Aimons ce que l'on fait, ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Aimons tout ce que l'on n'est pas, car c'est là que réside la paix. Merci beaucoup pour ton discours. Nous remercions donc tous nos orateurs pour leurs prestations, ainsi que l'écoute de notre jury et du public. Merci d'avoir été présents malgré les conditions quelque peu inédites donc, de ce prix. Le jury va maintenant pouvoir passer aux délibérations. Je vais vous inviter à rejoindre une salle, donc il vous suffit de cliquer dessus sur l'invitation pour vous retrouver dans la salle de délibération. Donc, et on va procéder comme ça et on vous rejoint dès que les délibérations sont faites. À tout de suite. Voilà, donc les délibérations sont faites. On attend la dernière personne et je vais laisser les jurys annoncer donc les gagnants de ce prix. Voilà, alors tout d'abord, nous avons décidé d'annoncer les résultats en montant vers le premier. Mais on peut dire que tous les candidats sont vraiment très brillants et c'est très sincère. Il va peut-être falloir, là je le prends sur moi, vous extraire les uns et les autres d'une forme de formatage qui est peut-être un peu plus visible à l'écran qu'il ne l'est peut-être si on était en présentiel. Alors, une petite suggestion, les garçons surtout, vous allez laisser tomber la veste et la cravate. Vous me trouvez d'autres costumes, ça passe pas du tout à l'écran. C'est pas du tout un des critères de sélection. Voilà. Mais vraiment, là, on le voit. Ça vaut pour nous, puisqu'il faut vous voir à vous pour se voir à soi. Sinon, vraiment bravo, c'était vraiment formidable. Alors, j'annonce, en ce qui me concerne, donc le quatrième, c'est le Sciences Po Strasbourg. Alors, Oui. Alors, bonjour à tous. Alors, j'ai pas été présenté. Je suis avocat au barreau de Bordeaux et je fais partie d'une association qui a vocation à intervenir dans le domaine de l'éloquence, dans toutes les formes de l'éloquence, que ce soit avec des associations juridiques ou autres. Alors, bravo à tous, ça a été dit. Rapidement, je soulignerai de manière très positive votre aisance à tous les candidats, parce que je crois que vous êtes quand même tous assez jeunes et on retrouve rarement des bafouillements, des errements, des difficultés à connaître son texte, etc. Vous avez tous bien maîtrisé vos textes, vous avez tous fait l'effort de nous regarder. Alors, avec les contraintes de l'exercice aussi, qui sont particulièrement délicates, bravo pour ça. Le petit tempérament que je donnerai, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Madame Anne-Cadiofet, c'est que on a l'impression que vous vous conformez parfois à ce qu'on attend de vous. Alors qu'en réalité, il faut profiter de votre liberté de parole, il faut profiter de cet exercice d'éloquence pour amener de votre personnalité, pour amener un peu de sincérité. Et plus vous serez sincère, plus vous serez juste, en fait, et un peu humble, et mieux le message passera, à mon avis. Donc voilà, lâchez-vous, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Et affranchissez-vous de ce que vous pensez devoir faire, surtout. Alors, moi, j'ai pour mission, pour rôle de donner la 3e place. Et donc, la 3e place revient à ce binôme qui était très bon également. De toute façon, c'était très délicat de vous départager, qui est le binôme d'Aix-en-Provence. Voilà. Alors, je suis chargée donc d'annoncer la 2e place. Je vous rejoins également. Il faut lâchez-vous. Voilà, faut prendre ce moment comme un moment agréable. Et il faut que vous vous sentiez mieux, je pense, pour que nous aussi, on se sente mieux. Et on vous a senti parfois un peu, bon, bien sûr que c'est stressant et que prendre la parole, ça donne le trac.
Mais ce trac, parfois, était un peu palpable et c'était dommage parce que du coup, ça a mis une barrière entre vous et nous pour certains candidats, alors que le fond était pas mal. Et voilà, dommage. Mais en tout cas, oui, bravo aussi parce que vous avez tous été quand même très, très bons. Et on a dû donc faire une seconde place. Ça sera donc Grenoble qui est à la seconde place. Et bravo. Et donc, bah, forcément, vous l'avez compris, c'est Saint-Germain-en-Laye qui remporte la première place avec Romain et Juliette. Donc, bravo à vous deux. Mais également, effectivement, bravo à tout le monde parce que voilà, vous êtes venus avec ce que vous êtes, ce que vous avez envie de défendre. Et c'est qu'un début, en fait. Voilà, les choses vont se poursuivre pour vous. Vous allez pouvoir montrer au monde qui vous êtes et je pense que c'est le plus important. Mais voilà, il a fallu faire un choix. Donc, bah, bravo à vous, Romain et Juliette. Bravo. Merci beaucoup. Et bravo à tous aussi. Bravo, évidemment. Félicitations donc aux vainqueurs et à toutes les équipes. Nous remercions chaleureusement donc notre jury qui a su se rendre disponible pour la première phase qui était entièrement en ligne et malheureusement sans interaction. Nous vous remercions également d'avoir porté de l'intérêt à ce prix et qui a le mérite de nous avoir réunis même virtuellement. Ensuite, nous remercions évidemment l'ensemble des orateurs qui ont su partager leur amour des mots, nous communiquer ce qu'ils avaient à dire, qui ont fait l'effort de jouer le jeu durant la première phase et aujourd'hui devant des caméras sur Zoom, parce que ce n'est pas évident de parler sans public. Mais nous remercions également donc l'ensemble du public qui était présent aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui ont accepté de se joindre à nous sur Zoom pour soutenir quand même nos orateurs. On remercie également l'ensemble des associations, des IEP, des 4 coins de la France qui ont fourni un travail considérable pour pouvoir mettre à bien l'organisation et ce prix en ligne. Donc, nous espérons évidemment vous retrouver l'année prochaine pour un prix Mirabeau qui sera en présentiel où on pourra vraiment se retrouver. Et on espère que ça pourra se faire, même si on est très heureux d'avoir partagé ce moment aujourd'hui avec vous. Voilà, merci à tous. Bravo à tous, merci beaucoup. Encore bravo. Félicitations, bravo à tous. Et bravo. Vous étiez bons. Vous étiez bons. Vous étiez tous très bons. Faut pas lâcher, hein. Surtout pas. Ouais. Mais c'est ainsi, ça s'appelle un concours. Bon, je vous remercie. Je vais donc mettre fin à cette réunion. Et peut-être que les jurys auront des retours personnels à faire qui transmettront directement par mail et je ferai suivre donc aux orateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci. Au revoir, Aloé. Oui, si c'est possible de le faire pour vous, ce serait super. Donc, par mail, juste quelques remarques et puis voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Aloé. Au revoir.